OK, ben, bonjour tout le monde. C'est notre premier midi-conférence de la session, donc pour le groupe, mais celui-là est un petit peu spécial parce que ça va être une activité conjointe avec un autre groupe qui s'appelle Centro. Donc, on a plein de groupes là, en recherche. Donc, gros, c'est notre groupe de recherche de l'Université de Sherbrooke sur l'eau, donc tel que vous le connaissez, qui est déjà multidisciplinaire, sauf que c'est beaucoup multidisciplinaire en sciences et génie. Le Centro, c'est une autre entité, c'est en fait un regroupement stratégique financé par le FAC. Quelques profs qui sont dans le groupe, qui sont aussi dans le Centro. Mais le Centro, c'est un regroupement qui s'intéresse à l'eau dans une perspective comme un petit peu plus large, c'est-à-dire qu'il y a des gens en sciences humaines, comme par exemple en droit, en économique, qui sont aussi dans le Centro. Donc, pour la première activité, on fait ça conjoint. Puis ensuite, ben, on va retourner à notre formule habituelle. Avec une présentation qui est plutôt du côté des sciences humaines, en particulier de l'économique. Donc, notre conférencière aujourd'hui, c'est Thierry Reux, qui est professeur ici à l'École de gestion au département d'économie. Et avant d'être à l'Université de Sherbrooke, elle a aussi travaillé à plusieurs reprises comme consultante pour la Banque mondiale, entre autres. Et puis, ses recherches portent sur principalement deux grandes thématiques. J'espère que je suis correcte. Donc, d'abord, il y a des recherches sur la relation entre la croissance, le commerce et l'environnement. Ça, c'est plate. Mais il y a aussi tout un volet de ces recherches qui porte sur l'évaluation de la valeur de biens et services non marchands. Donc, par exemple, la valeur des services écosystémiques. Donc, c'est quelque chose qui est un petit peu intangible. Donc, comment on fait pour attribuer une valeur économique à ce genre de choses-là, puis à de l'environnement, finalement. Donc, elle a une expertise en particulier dans la méthode des choix multi-attributs, qui est une méthode qui existe pour évaluer ce genre de valeur-là des biens non marchands. Et, ben, c'est pas mal ça. En fait, elle a fait ses études d'abord en Chine, à Zhongshan University, et ensuite à l'Université d'Auvergne, en économique, bien sûr. Assez général. Donc, en fait, je vais apporter peut-être quelques notions en économie, mais des notions en façon relativement facile. Donc, on va parler de la valeur économique de la qualité de l'eau. Donc, en fait, vous allez voir beaucoup d'exemples du Québec, et puis qui pourraient peut-être en fait vous amener des souvenirs ou même vos sujets de recherche semblables. Alors, donc, en fait, je vais commencer ma présentation avec une paradoxe. Donc, en fait, vous savez que la qualité de l'eau potable du Canada s'affiche comme une des meilleures au monde. Est-ce que vous savez ça? Si vous ne le savez pas, mais aujourd'hui, vous allez pouvoir regarder. Ça, c'est un tableau qui est présenté par le Conference Board of Canada. Donc, en fait, ici, vous voyez, le Canada est clairement le meilleur, qui a clairement le meilleur eau potable. Mais paradoxalement, c'est que cette qualité de l'eau est quasiment gratuite. Et puis en plus, c'est pas juste une paradoxe du Canada. Si vous regardez à l'échelle mondiale, ceux qui ont une qualité d'eau relativement meilleure que les autres, en fait, ont souvent un coût ou un prix d'eau relativement moins cher. Donc, en fait, ceci vous illustre, en fait, tout à l'heure, Marie-Amélie parle que les Canadiens consomment trop d'eau, parce qu'en fait, il est très cher. Donc, en fait, mais ici, ce que je voudrais apporter, c'est vraiment une notion, oui, je vais essayer de rester ici, j'ai pas l'habitude, une notion qui vous illustre comment les économistes identifient deux dimensions de la notion de valeur. Donc, valeur, pour être présenté selon un concept objectif, donc dans laquelle, en fait, c'est une valeur indépendante qui résulte d'un calcul économique à partir des conditions et des coûts de production. Donc ça, c'est le fameux prix. Okay? Le prix de l'eau, donc en fait, 1 litre d'eau au Canada vaut combien de dollars? En fait, ça, c'est une question de prix.
Mais en même temps, en économie, on exploite aussi la notion subjective. Donc, c'est l'expression d'intérêt qu'une personne peut porter à un bien ou un service qui résulte d'un processus psychologique d'évaluation. Là, on parle d'utilité. Utilité, c'est un terme en économie. Si vous voulez, vous pouvez très bien considérer comme la satisfaction. La satisfaction que la consommation d'un bien ou service peut vous apporter. Donc, quand vous mangez maintenant un morceau de pizza, peut-être en fait pour certains parmi vous de venir ici, c'est pour la pizza, mais je suis bien content de pouvoir ajouter un petit élément. Je ne sais pas combien ça va être ajouté là, sur notre satisfaction de conférence pizza. Donc, en fait, je vais essayer de faire un chiffre supérieur à 0. Donc, en fait, c'est mon objectif. Donc, ici, voilà, vous voyez une différence entre le prix et puis l'utilité. Donc, prix, c'est quelque chose de subjectif. Donc, objectif, parce qu'en fait, finalement, ça résulte de calculs de coûts et puis de coûts de production. Mais l'utilité est un processus psychologique qui nous apporte une notion de satisfaction. Donc, en fait, le paradoxal qu'on peut observer aussi en distinguant ces deux concepts, en fait, c'est que parfois, quelque chose qui peut avoir une très grande valeur en termes de satisfaction à des prix ridiculement petits. Donc, l'exemple dans l'économie 101 qu'on présente souvent, c'est le paradoxe entre le diamant et puis l'eau. Donc, l'eau étant la ressource de survie primordiale pour peu importe qui, à un prix beaucoup moins élevé que le diamant. Le diamant, la part certaine, peut-être en génie, vous avez quand même besoin parfois de diamants pour couper des matériaux. Mais en principe, pour la vie quotidienne, le diamant sert. Donc, en même sorte que le diamant coûte beaucoup plus cher que l'eau parce que le coût d'extraction de diamant est extrêmement élevé par rapport au coût d'extraction de ressources d'eau. Mais en même temps, en fait, selon la satisfaction, quand vous avez marché 6 jours dans les grands déserts et puis vous n'avez pas eu un cours, votre cours d'eau est déjà vide. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Si un marchand qui arrive avec une cour d'eau, vous avez une grosse plaque de diamants. Je pense que 95 ou 99, voire 100% du monde seront prêts d'échanger la cour d'eau contre le diamant pour avoir une chance de survie. Donc, en fait, à certains moments dans votre vie, cette paradoxe, contradiction entre le concept objectif et le concept subjectif peut se présenter. Et puis, à ce moment-là, vous allez forcément sentir votre satisfaction et comment cette satisfaction pourrait être différente de coûts de production. Même dans ce sens-là, ça justifie votre bon choix de survie ou de prendre le bien qui a en effet une importance beaucoup plus importante malgré le coût de production très très faible. Alors donc en fait on va regarder ceci, maintenant on va revenir sur la qualité de l'eau. Donc qualité de l'eau c'est quelque chose je pense qu'en fait qui est facile à comprendre pour tout le monde, mais je vais mettre qualité de l'eau dans la notion de service écosystémique. Parce qu'en fait, je ne vais pas reconstruire ce tableau. Donc, en fait, je prends un tableau qui a été proposé par le Millennium Ecosystem Assessment. Donc, en fait, c'est un rapport relativement intéressant qui présente la notion de service écosystémique. Donc, ici, on a différents services écosystémiques. On pourrait relier chacun de ces services avec la qualité de l'eau. Donc, en fait, par exemple, ici, service auto-entretien. Donc, en fait, c'est l'eau utilisée pour la production primaire, par exemple, le service de prélèvement, l'eau douce, service de régulation, gestion des épurations d'eau, et puis, régulation d'eau, et puis à la fin, service culturel, récréation touristique. Alors, donc, en fait, ça, c'est différents services, services écosystémiques. Pour l'économiste, en fait, on va se baser sur ce service-là pour interpréter les différentes satisfactions qu'une personne peut obtenir en consommant ces différents services écosystémiques en termes de sécurité, de vie agréable, santé, bonnes relations sociales, et puis à la fin, bien sûr, sur votre top de dynamique de la pyramide, vous avez la liberté des choix. Alors, il y a beaucoup de liens qui ont été faits. C'est pas moi qui le fais. Donc, en fait, je vais tout simplement vous montrer que l'économiste, en fait, ce qu'on veut, c'est de partir de là, d'arriver jusqu'à là,
Et puis ensuite, en fait, ce qui nous intéresse, c'est d'évaluer votre satisfaction. OK? Donc, en fait, que vous pouvez tirer de votre expérience avec les biens et services. Ici, spécifiquement, le cas de la qualité de l'eau. Il est un peu lent. Donc, en fait, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le bien-être de l'homme issu de services écosystémiques, parenthèse qualité de l'eau. Ici, il s'agit d'une notion de valeur subjective, centrée à la satisfaction de chaque personne, donc centrée à l'homme. Donc, c'est aussi différent des autres approches comme les approches écologiques où, en fait, l'intérêt est donné au système écosystémique. Donc, ici, on s'intéresse à la variation ou le changement du niveau de satisfaction d'une personne selon leur valeur subjective de la qualité de l'eau. Donc, en fait, ici, donc, ceci est bien sûr différente de la valeur objective de marché. Donc, en fait, vous comprenez forcément que quand on parle de la qualité de l'eau, donc aujourd'hui, ce n'est pas le 0,40 sous par mètre cube qu'on parle. On pourrait peut-être arriver à quelque chose de différent parce qu'on n'est pas axé sur la valeur objective qui est le prix ou le coût de production. Quand on parle de valeur économique des services écosystémiques, donc en fait, on aime beaucoup de distinguer entre la valeur de usage et puis la valeur de non-usage. OK? Donc, en fait, on va commencer. Valeur de usage, ce sont des valeurs qui sont associées avec un usage réel ou potentiel. Valeur de c'est que des valeurs que vous pouvez, les satisfactions que vous pouvez obtenir, malgré le fait qu'en fait, vous le consommez même pas ce bien. Difficile à imaginer, mais c'est pas grave. En fait, j'ai plein d'exemples pour vous montrer. Donc, si on regarde valeur d'usage direct, prestation directement consommable. Donc, en fait, ici, vous pouvez très bien imaginer que vous consommez de l'eau chaque jour. Donc, finalement, en fait, si la qualité est meilleure, vous avez une meilleure satisfaction. Donc, ici, vous avez le valeur d'usage indirect, par exemple, fonction hydrologique, gestion, fonction écologique, comme quand on a des meilleures qualités d'eau, donc en fait souvent l'écosystème est en meilleure qualité, donc finalement ceci peut contribuer à une augmentation de votre satisfaction d'une façon indirecte. On a aussi la valeur d'option, donc en fait la valeur d'usage futur. Je vais prendre le cas de Lac-Memphremagog, qui se trouve que toutes les personnes ici ont déjà entendu parler de Memphremagog, mais combien de personnes ont déjà visité? Ce n'est pas tout le monde. Je suppose qu'il y a ceux qui n'ont pas encore visité. Vous savez que maintenant, il y a le dépotoir de déchets de Coventry qui vont être agrandis. Pour ceux qui connaissent l'histoire, donc en fait, forcément, il y a des futurs utilisateurs du lac qui disent, OK, ben, je n'ai pas encore allé à Memphremagog, mais ça m'intéresse d'y aller un jour. OK? Mais si le Coventry présente, ça veut dire peut-être la prochaine fois j'y vais, je ne pourrai pas me baigner là-dedans parce que la qualité de l'eau seront affectées. Donc, en fait, pour préserver la qualité de l'eau de Memphremagog, vous aurez une valeur d'option, malgré le fait qu'on ne peut pas observer que vous êtes en train d'utiliser directement ou indirectement du lac. Donc, il y a une valeur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On va dans le côté plus intangible. Ici, on a valeur d'héritage. Donc, valeur d'héritage, c'est comment la satisfaction que je peux obtenir en donnant au suivant le lac actuel. OK? Donc, en fait, c'est un peu la notion de développement durable. Donc, vous ne devez pas forcément aller plus loin. Alors, donc, en fait, ici, la satisfaction qui est associée avec le fait que je ne utilise pas, mais mes enfants ou mes petits-enfants auront chance de bénéficier de la même condition que moi, présente une sorte de satisfaction pour vous aussi. À la fin, la valeur de usage. La valeur de usage, c'est la satisfaction qui est associée avec juste le simple pensée qu'une meilleure qualité d'eau va continuer à exister. Donc, en fait, si on met à côté la qualité de l'eau, on parle de ours polaire. Donc, en fait, combien de personnes ici ont déjà vu ours polaire avec vos propres yeux? OK, bah ouais, parce que on est dans une faculté de génie, parce que quand je parle de ça en économie, personne. OK, vous avez vu ours polaire. Est-ce que ça vous intéresse d'utiliser ours polaire d'une façon ou l'autre? Par exemple, manger la viande et puis avoir la fourrure blanche. Ça vous intéresse? Non, personne n'est dans la... Mais pourquoi c'est tellement intéressant pour vous de garder cette espèce sur Terre? Et puis, étant donné que 99% du monde n'auront
ont jamais l'intérêt ou l'opportunité d'aller visiter, d'aller avoir un contact direct avec l'ours polaire. Parce que c'est la simple pensée que cette espèce symbolique du bon climat va continuer à exister. Un autre exemple, c'est que quand vous louez votre logement, tout le monde loue son logement. Si on parle que, OK, il y a un bureau, si vous êtes au centre-ville, et puis le propriétaire va dire, oh, il y a un centre de police, il y a un bureau de police qui est 100 mètres de leur logement. Donc, il se peut que ça va augmenter le loyer. Ou en fait, une pompe de pompiers qui est 10 mètres de votre logement. C'est un élément qui va augmenter le loyer. Parce qu'en fait, ça peut vous procurer une satisfaction issue de la sécurité potentielle quand il y a un élément malheureux qui s'est produit. Mais est-ce que vous voulez utiliser le service de police? Vous voulez utiliser le non. Mais le fait que ça existe procure une sorte de satisfaction. Donc ainsi, on a réussi à distinguer la valeur de usage, la valeur économique en différentes catégories. Donc on a le usage, on a le non-usage. L'autre option est au milieu parce qu'en fait, on n'observe pas l'usage actuel, mais un usage futur. Donc en fait, qui est un peu à cheval. Donc en fait, il réussi à vous distinguer les différents éléments de la valeur. Donc maintenant, on va parler des méthodes. Ensuite, il y a énormément d'exemples que je vais pouvoir vous montrer. Alors, donc en fait, au niveau des méthodes, vous allez voir que je reprends l'exemple. Ce que je vais dire, la première chose, c'est que l'économie, ce qu'on veut, c'est de manipuler les données. Donc en fait, on va comprendre très rapidement que le seul endroit où on a la possibilité d'observer quelque chose, c'est dans l'usage direct. Dans l'usage direct, on peut aller chercher des données. Parfois, c'est très difficile, mais on peut. Mais sauf qu'une fois on est entré dans l'usage indirect, valeur d'option, valeur d'existence, valeur d'héritage ou de legs, là, on n'a plus d'observation possible. Donc, en fait, souvent, dans les méthodes, pour l'usage direct, on pourrait utiliser des méthodes marchandes, je vais vous montrer tout à l'heure, mais aussi non marchandes, bien certainement, mais pour le reste, on est obligé d'aller avec les méthodes d'évaluation non marchandes. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est marchand, non marchand? Donc, ici, c'est un graphique qui vous illustre un peu ma boîte d'outils. Donc, à côté, vous avez les méthodes marchandes, par exemple, prix de marché. Prix de marché est un exemple, c'est en Afrique, on va irriguer le champ, chaque famille va irriguer leur champ, mais ils doivent payer pour avoir le droit d'irriguer leur champ. Donc, l'utilisation de l'eau selon la quantité de l'eau prise de la rivière pour irriguer leur champ, c'est le prix de marché. Donc, en fait, combien ils payent? Finalement, pour nous, on pense que pour cette famille, ils sont volontaires à payer pour avoir l'eau pour irriguer leur champ cette temps. Donc, on fait une méthode de prix de marché qui est une approche très directe. En fonction de production, la source SK est une source qui est ensuite embouteillée. Donc finalement, si le jour la source SK, la qualité de l'eau de source SK est détruite. Donc en fait, ce que le SK peut demander comme une compensation pour être axé sur combien de production il fait chaque année. Et puis ensuite, à partir de là, on peut calculer la perte de valeur de production sera tant. Donc en fait, ça c'est notre méthode. Dommage évité, si en fait, vous pouvez très bien imaginer, souvent en fait, pendant une ou deux journées, la municipalité nous demande de ne pas consommer de l'eau de robinet. Donc là, si vous voulez demander une compensation auprès de la municipalité, comme facture, c'est l'achat des bouteilles d'eau. Donc, en fait, une façon d'éviter les dommages qui est associée avec la consommation de l'eau contaminée. Ok, donc ça, c'est une méthode relativement simple à comprendre. Et puis, on a beaucoup de méthodes non marchandes. Là, c'est vraiment les choses qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, en fait, dans un côté, on a des méthodes qui sont toujours axées sur le marché, mais des biens complémentaires. Où, en fait, on va déduire les satisfactions des gens en observant leur comportement, leurs décisions dans ce style de marché-là. Une méthode de prix donné où on va regarder comment on peut utiliser la variation de la valeur de maison pour isoler la contribution d'une meilleure qualité d'eau sur la valeur immobilière. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour le voyage, vous savez qu'il y a des gens qui vont aller pêcher, donc en fait, ils ont besoin d'une meilleure qualité d'eau. Donc en fait, si le lac est détérioré, donc finalement, moins de monde qui vont aller pêcher, donc finalement, recette
du secteur touristique vont diminuer. Donc, en fait, ceci présente une sorte de perte pour l'économie. Donc, en fait, là, on peut parler de coût de voyage. On a aussi des méthodes de marché hypothétiques où, en fait, on va simplement demander aux gens de déclarer leurs préférences, leur satisfaction. On a deux méthodes d'évaluation contingente et puis aussi ce que Marie-Amélie a parlé, la méthode de médiatrice. Donc ici, en fait, aujourd'hui, je vais tout simplement ignorer. Donc, en fait, notre concentration va être ici. Et puis, je vais dire qu'en sortant de cette classe, vous devenez des experts de ces méthodes-là. Ce qu'en fait, j'aimerais de vous illustrer quelles sont les possibilités, quelles sont les réponses que potentiellement l'économie peut offrir et qui peut peut-être en fait devenir un élément intéressant à considérer, de faire un lien avec votre propre recherche. Méthode de préférence révélée. Donc, utiliser des comportements observés des consommateurs pour déduire la valeur des services écosystémiques issus d'un marché. Prix d'onique. On va regarder d'abord prix d'onique, ensuite on va regarder le coût de voyage. Prix d'onique, essentiellement, la question de recherche, c'est comment la variation de qualité de l'eau peut affecter la valeur des propriétés immobilières. Donc, on va parler d'achat de maison. Donc, pour la plupart parmi vous, là, c'est encore une question très lointaine. Est-ce qu'il y a des propriétaires ici? Parmi les étudiants? Non. Ah bon, voilà. Ok, donc en fait, quand tu achètes une maison, là, tu considères plein de choses. C'est ça, en fait, vous allez visiter des maisons. Donc, en fait, en considérant énormément de choses comme l'infrastructure, localisation géographique, zonage, la structure de maison, l'âge de maison, taille de terrain, et puis toutes les infrastructures de récréation autour. Donc, si, par chance, vous êtes très proche de la rivière, la qualité de l'eau pourrait entrer dans notre champ de vision, bien certainement le paysage. Donc, en fait, pour nous, la maison, est un bien composite dans lequel il y a des éléments environnementaux qui peuvent être considérés. Quand on va pouvoir construire un lien entre la qualité de l'eau, comment la qualité de l'eau détermine la valeur d'une propriété, on va pouvoir ensuite isoler cette valeur-là et puis de pouvoir donner une réponse sur c'est quoi la valeur de l'eau dans cette communauté. Alors, donc, en fait, l'exemple que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, personnellement, je n'ai jamais travaillé sur cette méthode-là, mais c'est une méthode qui existe depuis des dizaines d'années. Alors, donc, en fait, ici, c'est une étude qui est faite sur la Chesapeake Bay. Donc, en fait, il se peut que vous avez déjà visité, qui est quand même pas très loin d'ici, à Maryland. Donc, en fait, finalement, la façon très plate de présenter en économie, là, donc, en fait, mes économistes vont être contents, mais en fait, c'est qu'essentiellement, on manipule des données. Des données. Donc, en fait, combien de personnes travaillent avec des données ici? Tout le monde. Ok, donc, en fait, c'est quand même pas pire. Alors, donc, en fait, c'est qu'on n'est pas dans le laboratoire, donc on va chercher les grandes bases de données. Ici, en fait, c'est qu'on reconstruit, c'est quoi comme relation? C'est une relation entre le prix de maison et puis la qualité de l'eau. Mais on sait que la qualité de l'eau, là, c'est un des facteurs qui affecte le prix de maison. Il y a plein d'autres facteurs qui affectent aussi la valeur de maison. Donc, en fait, on a réussi à aller chercher le prix de vente de maison. On a réussi à aller chercher le type de maison, comme la valeur de structure de maison, taille de terrain, blabla, et puis l'infrastructure municipale. Qualité de l'eau, donc en fait, les choses les plus importantes pour nous, je le mets en rouge. Donc, qualité de l'eau de la station monitorée la plus proche. Donc, finalement, le graphique que je montre ici, là, pour ceux qui sont en génie, c'est vraiment de mauvaise qualité parce que ce sont des papiers qui sont présentés, qui sont publiés en 1990. Alors, donc, en fait, ici, finalement, vous voyez toutes les données sur la concentration de Collycum fécaux de Chesapeake Bay. Donc, en fait, finalement, vous avez chaque carré, c'est une station de monitoring. Donc, on a des données sur la qualité de l'eau, selon les différentes localisations. Et puis, certainement, on a des données de localisation sur différentes maisons qui sont en vente, okay, dans ces zones-là. À côté, on a tout plein d'autres données qui peuvent affecter la valeur immobilière parce qu'on veut avoir le plus de contrôle sur les autres facteurs. Okay, plus vous avez des contrôles ici, là, donc en fait, vous aurez plus de chances de sortir la vraie information de la qualité de l'eau. Donc en fait, ici, je vais présenter quelque chose de très plate, de façon très économique.
Donc ici, ce sont des fonctions d'estimation basées à travers le logiciel statistique. Donc la variable expliquée, c'est la valeur de maison. Okay? Et puis qui est associée avec des observations de la valeur de la même maison, mais selon les différentes catégories de variables déterminantes. Donc pour nous, le plus important, bien certainement, c'est le coliforme fétaux. Donc en fait, voilà, comme ce que vous pouvez imaginer, plus la concentration de CFC est coliforme fétaux, CF, je me souviens plus, là, en fait, c'est autrement CFC, plus le CFC est élevé, moins sera élevée la valeur de maison. Donc en fait, c'est que finalement, quand ce chiffre est plus important, ça va enlever la valeur de maison, ça va tirer la valeur de maison vers le bas. Donc, en fait, ensuite, en fait, il y a une question de forme fonctionnelle, blabla, c'est pas grave. Donc, en fait, la conclusion, ce que je vais vous illustrer ici, c'est une phrase que j'ai copiée de l'article. Donc, une augmentation de 100 CFC par 100 millilitres dans l'eau de la baie de Chesapeake pour réduire la valeur de maison de $5 000 à presque $10 000 selon le caractéristique de propriété. Donc, une fois que vous avez cette donnée-là, vous pouvez l'appliquer sur toutes les maisons qui existent sur le Chesapeake Bay. Vous allez pouvoir savoir si la qualité de l'eau diminue de 100 unités, la qualité de l'eau, en fait, détériorée par le 100 unités, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est quoi la perte de valeur immobilière? La perte de valeur immobilière signifie la réduction de recettes de taxes foncières des villes. Donc, en fait, les villes vont sentir la pression d'agir parce que si ça touche leur porte-monnaie, ben, il faut que les villes fassent les choses. OK, donc ça, c'est une façon d'aller négocier avec la ville. Coût de voyage. Tout à l'heure, on étend le monde immobilier. Maintenant, on va regarder le coût de voyage. Le coût de voyage est une méthode qui axe sur le voyage. Donc, en fait, ce qu'on veut savoir, c'est que ce qu'on veut, c'est de simuler la décision d'une personne tant aller voyager ou non. Si vous décidez d'aller voyager, visiter quelque chose en payant un prêt, un billet d'avion, l'hôtel, nuit d'hôtel, c'est que forcément, l'endroit où vous visitez là, peut vous apporter une satisfaction qui soit plus grande que le prêt que vous payez. Est-ce que vous êtes d'accord? Si finalement c'est tellement plus intéressant de visiter, pourquoi j'y vais, pourquoi je paye $1 000 pour aller jusqu'à Yellowstone, et puis de louer ma voiture, et puis d'arranger toutes les trajectoires ainsi que l'hôtel, et puis de la nourriture. Donc forcément, c'est que cet endroit-là là, peut vous apporter une satisfaction plus importante que le coût que vous payez. Okay? Pour nous, en fait, ce qu'on veut, c'est d'aller tracer votre satisfaction en regardant votre décision d'aller ou non voyager. Okay? Donc ici, en fait, c'est la fonction de demande. Donc en fait, ici, c'est le nombre de visites que vous effectuez dans l'année. Ici, c'est le coût de voyage. Quand le coût de voyage est très élevé, bien sûr, vous allez moins souvent. Donc en fait, la ronde, combien de personnes y va chaque année? La ronde, vous êtes trop âgés. C'est l'exemple que j'ai souvent avec mes étudiants de baccalauréat. Donc la ronde est quand même relativement chère. Donc en fait, il se trouve que vous allez une fois dans l'année. Donc en fait, bien sûr, il y a des gens qui vont penser, ah mais j'ai une passe annuelle. Bon, on met une passe annuelle à côté. Donc en fait, c'est que si chaque fois la ronde coûte $80 pour la visite, c'est certain que vous n'allez pas aller 5 fois dans l'année. Mais le ski à Offord, peut-être ça coûte moins cher. Donc en fait, vous allez peut-être plusieurs fois. Donc en fait, c'est que ce qu'on veut savoir, c'est comment le coût de voyage affecte votre décision d'aller X fois à un site. Donc, en fait, on sait, c'est forcément, ici, il illustre quelque chose hypothétique. Là, donc, en fait, ici, vous avez une ligne décroissante qui vous montre que plus le coût est important, moins il y aura de visites. Quand le coût devient de plus en plus faible, la visite sera plus importante. Alors, donc, en fait, ici, on a une fonction de demande. Là, en fait, je vais abuser votre imagination. En effet, en économie, c'est que la fonction de demande illustre votre satisfaction marginale. Est-ce que je vais continuer à consommer une forme supplémentaire dépend de la comparaison de la satisfaction obtenue
en mangeant cette pomme par rapport au prix que je vais payer. Si la satisfaction est 2 $, le pomme coûte 1 $, satisfaction est plus élevée que le coût, donc je vais continuer à consommer la deuxième pomme. Et puis, dans la troisième pomme, la satisfaction est 1 $, le coût est 1 $. Donc, en fait, c'est que vous êtes indifférent. Pour ceux qui ont encore d'appétit, vous pouvez prendre une pomme, mais pour les filles, peut-être en fait, elles vont décider de s'arrêter. À la quatrième pomme, donc la satisfaction est 0,5, mais le coût de pomme est toujours 1 $. C'est certain que vous n'allez pas prendre le quatrième pomme. Ok, donc ici, c'est exactement la même histoire. Quand mon satisfaction est plus importante que le coût à payer, donc en fait, je vais engager des voyages. Je vais augmenter mon nombre de voyages parce que chaque fois quand je voyage dans la même place, là, la satisfaction diminue. Là, donc en fait, parce que ça devient une habitude. La première fois, il y a tous les côtés curiosité, là, et puis ensuite tout ça, ça tombe. Au fur et à mesure, la satisfaction diminue avec l'augmentation du nombre de visites. Et puis à un moment précis, ça se croise. Quand ça se croise, ça veut dire que je vais arrêter ici. Parce qu'en fait, je vais visiter une fois parce qu'avant ce point-là, j'ai une satisfaction plus importante que le coût à payer. Ensuite, à ce point-là, la satisfaction est moins élevée que le coût. Donc, en fait, je n'y vais pas. OK? Donc, en fait, ici, pour cette personne qui doit payer le coût CF1 pour visiter ce site spécifique, par exemple, en lac. OK? Et puis ensuite, en fait, on sait que son satisfaction marginale pour chaque visite, on va comprendre que cette personne va s'arrêter à une fois de visite dans l'année pour avoir, dans un côté, d'avoir toute cette partie de satisfaction, parce qu'en fait, si c'est des satisfactions marginales, on additionne toutes les satisfactions marginales ensemble, c'est comme ça une intégrale, finalement, en fait, vous avez la satisfaction totale. Mais sauf que sur la satisfaction totale, vous devez payer le prêt pour y aller. Donc, en fait, ça va être le nombre de fois le coût à payer de chaque visite. Donc, en haut, ça va être la satisfaction nette. Satisfaction nette totale que cet individu peut obtenir en visitant désolé, c'est N1 fois du lac Saint-Pierre. L'exemple que je montre, c'est le lac Saint-Pierre. Le lac Saint-Pierre va sortir plus tard. Donc là, il n'y a pas de qualité de l'eau. Ça, la qualité de l'eau va sortir. Imaginez le lac était dans un tas moratoire de terre chaude. Et tout d'un coup, il y a une amélioration de qualité de l'eau. Moratoire de terre chaude est enlevé. Parce que la qualité de l'eau est améliorée, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont trouver ça plus intéressant d'y aller. Donc, en fait, la fonction de demande sera présentée de façon différente. Pour la même personne, avec le même coût de voyage, ils seront prêts d'aller plus souvent au lac. Alors, donc, en bas, en haut, vous avez la satisfaction totale. Ça, c'est la satisfaction totale. Et puis ensuite, cette personne doit payer le coût de voyage qui sont en bas. OK? Donc, en fait, en haut, il a une sorte de satisfaction totale issue de la visite, de ces visites du lac Saint-Pierre. OK, qu'est-ce qui va se passer? Donc, en fait, c'est que ici, si je parle de comment l'amélioration de qualité de l'eau pour augmenter la satisfaction de ces être la situation après amélioration moins la situation avant l'amélioration. Donc, en fait, le reste de cette petite surface gris foncé mesure l'augmentation de satisfaction issue d'une amélioration de qualité. OK. Donc, en fait, si vous êtes encore avec moi, donc, en fait, ça, c'est toujours la partie de choses plus difficiles. Donc, en fait, on a fait ceci d'exercice dans un projet qui regarde la valeur écosystémique du lac Saint-Pierre, dans laquelle, en fait, on a appliqué la méthode de Alors, donc, en fait, ici, dans le cas du lac Saint-Pierre, essentiellement, c'est que le lac Saint-Pierre est en face de changements climatiques, donc il y a potentiellement une réduction de la qualité de l'eau. OK? Donc, en fait, ce qu'on a réussi à simuler comme décision des gens, c'est qu'à demande comme ça. En bleu. Donc, on a compris qu'en moyenne, les Québécois vont 4,73 fois par an au lac Saint-Pierre en payant 26,3 $ en moyenne. Et puis, une fois, le changement climatique va réduire la hauteur de l'eau du lac Saint-Pierre de 30 cm, qui présente, 30 cm, ça a l'air tout petit, mais pour le lac Saint-Pierre, c'est 10%
de sa profondeur. Donc en fait, ça va réduire. En moyenne, un Québécois va aller 2,04 fois au lac en présentant le même niveau dans le même niveau de bruit. Alors, donc en fait, c'est que tout à l'heure c'était une augmentation, maintenant c'est une diminution. Donc vous pouvez imaginer tout de suite que j'ai calculé là, que vous n'avez pas besoin forcément. Donc en fait, ici la perte de satisfaction due à la détérioration de la qualité de l'eau du lac Saint-Pierre est 232 millions de dollars, qui est présenté par cette surface en mauve, en haut. Et puis, bien sûr, en bas, on a aussi la perte de revenus récréotouristiques, parce que finalement, les gens vont beaucoup moins souvent au lac, donc en fait, qui est de 55 millions de dollars. Donc en fait, je prends la peine de présenter ces deux chiffres-là, c'est pour vous montrer que si vous pensez qu'une méthode de marché, par exemple, combien que le secteur récréotouristique perd, elle étude plus costaud, oui, peut-être en fait parce qu'il présente vraiment des chiffres, comment les chiffres ont diminué comme les recettes du secteur, mais ce chiffre-là, en effet, est 5 fois, voire 6 fois plus petit que la perte de satisfaction. Donc finalement, qui est une valeur beaucoup plus intangible, mais qui est associée avec la satisfaction des citoyens. Okay. Mais qui peut ensuite, bien sûr, affecter les résultats de l'élection. Si c'est des citoyens qui payent, qui votent, les citoyens vont voter selon leur satisfaction. Si on ne comprend pas la variation de satisfaction, il se trouve que c'est pour ça peut-être en fait c'était tellement difficile à prédire le résultat de l'élection, parce que cette partie intangible de satisfaction n'a pas été bien mesurée. Qui peut présenter un élément extrêmement important? Ici, c'est renversant, le 232 versus 55. Donc, je vous laisse imaginer. Il est un peu lent. Deux méthodes intéressantes. Donc, en fait, j'ai réussi à traverser, je ne sais pas combien de personnes qui sont encore avec moi. Donc, tout le monde sont avec moi encore. Les deux méthodes sont intéressantes. Et puis, mais les deux méthodes présentent des limites. Parfois, en fait, que vous allez rencontrer très rapidement si vous êtes dans le domaine. La première, c'est que toutes les deux méthodes exigent de pouvoir identifier les utilisateurs directs, soit dans le cas des gens habitent en bord de l'eau pour le prix hydronique, ou les gens rendent visite au lac pour la méthode de taux de voyage. Mais sauf que ces méthodes-là ne peuvent pas mesurer les impacts de l'utilisateur indirect, comme ceux qui profitent d'une paysage, parce que vous passez avec votre voiture, vous passez à côté de lac Saint-Pierre, vous regardez le paysage et vous êtes parti. Donc, il n'y a aucune des données là, que je peux utiliser pour exploiter ceci, ni tous les Québécois, malgré le fait de ne pas rendre visite au lac Saint-Pierre, les bonnes qualités du climat grâce à l'existence, grâce à la capacité de régulation du climat du lac, qui gère en effet la condition d'habitat avec l'écosystème. Ok, donc finalement, il y a encore d'autres valeurs qui ne sont pas encore présentées dans ces deux, qui ne peuvent pas être captées par ces deux méthodes. Et puis une autre chose, étant donné qu'en fait on doit se baser sur des données existantes, ainsi ces deux méthodes-là, n'est pas possible pour nous d'évaluer des variations environnementales futures sans précédent, qui est notre cas. L'inondation va devenir une fois sur 3 ans, qui est sans précédent. Avant c'était 1 sur 10 ans, 1 sur 20 ans. Donc comment ceci va affecter les gens? Les méthodes, toutes les données historiques ne peuvent pas nous enseigner grand-chose, parce qu'on sait que les réactions des gens sont souvent non linéaires. Donc du coup, il faut aller chercher cet nouvel élément-là. Donc en fait, ici, étant donné dans notre situation actuelle, ça peut devenir une portion relativement importante de l'évaluation. Donc ainsi, on doit avancer dans des méthodes de préférence déclarée. Donc en fait, ces méthodes-là, au lieu d'utiliser des données réelles des marchés, on va utiliser les choix déclarés par des individus pour évaluer la valeur de quelque chose dans un marché hypothétique. C'est un marché imaginaire. Okay? Méthodes d'évaluation contingente et méthodes de multi-attributs sont tous les deux méthodes dans les préférences déclarées. Donc, au lieu de demander aux gens de révéler leurs réponses par leur comportement, maintenant, on leur demande de déclarer directement leur niveau de satisfaction.
Donc, évaluation contingente. Inviter les répondants, soit dans une enquête ou une sorte d'expérimentation à exprimer leur volonté à payer pour un changement de qualité de l'eau. Si la qualité de l'eau va améliorer, combien vous serez prêt à contribuer pour que ça se réalise. Par exemple, combien vous serez prêt de donner des sous à un groupe de manifestation, de se rendre jusqu'à site Coventry et puis de faire la manifestation là-bas. Est-ce que c'est possible? Donc, en fait, combien vous serez prêt à faire ça pour garantir un ralentissement de détérioration de la qualité de l'eau du Mantimagog, par exemple. Et puis, méthode de multi-attribut, c'est à peu près basé sur le même système. On va monter une marché. Mais ici, en fait, au lieu de présenter juste une manifestation, on va dire c'est combien de personnes qui vont aller manifester, c'est quoi leur pancarte, qu'est-ce qu'on va écrire sur la pancarte, ok? Et puis c'est quoi c'est qui vont faire le leader? Est-ce que c'est un chanteur de rock très connu au Québec, ou en fait c'est tout simplement un travailleur du bureau de arrondissement 12 de municipalité de Macao. Voilà, en fait, vous pouvez imaginer toutes les sortes de combinaisons possibles. Donc, on leur demandait de choisir les composants qui leur conviennent le mieux en contribuant à quelque chose. Je vais vous montrer tout de suite avec l'exemple, ça va être plus facile. Évaluation contingente. Évaluation contingente, l'exemple que je vais vous montrer ici, c'est une étude qui est réalisée en Chine pour évaluer la valeur de la qualité de l'eau pour les résidents qui habitent au long de la rivière de Perle en Chine. Rivière Perle est une des rivières les plus importantes en Chine, dont le bassin versant traverse 4 grandes provinces, de l'ouest jusqu'à l'est. Donc en fait, on a fait une enquête de très grande échelle sur 23 villes qui se situent sur une des branches de cette rivière. Alors, donc en fait, la question qu'on leur pose est une question très simple. C'est qu'en fait, on leur explique leur niveau de qualité de l'eau selon l'échelle. Donc ici, l'échelle de A jusqu'à F. Donc en fait, ici, c'est que là, c'est toutes les choses que vous pouvez faire. OK? Et puis, regardez, au fur et à mesure, vous pouvez faire rien du tout. Donc ça, c'est la pire qualité de l'eau, mais je peux vous garantir 50% des villes se situent ici. OK? Donc en fait, c'est qu'on leur demande combien vous serez prêt à payer pour que la section de rivière traverse votre ville, d'avoir une amélioration de qualité jusqu'au niveau C. Donc ça veut dire qu'on peut aller nager, on peut se baigner, l'eau de qualité baignable. C'est quand même une qualité assez élevée parce que même dans certaines sections de lac Saint-Pierre, vous ne pouvez pas baigner. Alors, donc en fait, c'est que différentes villes ont différents points de commencement, vous pouvez imaginer. Okay? Donc il y a des villes qui sont ici, il y a des villes qui sont ici, 50% de villes qui sont ici. Donc en fait, on a réussi à calculer en moyenne de 23 villes, les gens seront prêts à donner 76 yuan par mois, par ménage, qui est à peu près 14 à 15 dollars canadiens par mois. Donc c'est à peu près 200 quelques dollars par an. C'est quand même beaucoup. Donc qualité de l'eau présente une importance pour les Chinois. Je n'ai pas le temps de présenter ça, je pense, à cause de la pizza. Alors, donc, en fait, maintenant, la méthode de choix multi-attribut. Donc, en fait, tout à l'heure, je vous vends un bar de chocolat. Le bar de chocolat, c'est améliorer la qualité de l'eau, niveau 2, par exemple. Là, maintenant, je vais vous vendre les différentes sortes de chocolat. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le chocolat ici? Okay, donc, voilà, on va aller là-dedans. Votre imagination va être très utile. Donc, en fait, on a des chocolats Lindt, 100 grammes avec une noix et puis combien de pourcents de cacao. Okay, donc en fait, on a avec les zestes d'orange. Puis on a le cacao noir de ces noix. C'est ça en fait, hein? Il y a pas une marque comme ça, 85% de cacao. On a un chocolat blanc pour ceux qui aiment le chocolat blanc. Donc en fait, je présente tout ça. Donc en fait, c'est à vous de me dire laquelle que vous préférez le plus. Mais ensuite, enfin, après toutes les catégories d'attributs de chocolat en part, il y a un prix à payer. C'est quand vous allez dans un supermarché, vous choisissez votre marchandise.
Alors, donc ici, en fait, dans un projet là où on va regarder la valeur des services écosystémiques des milieux humides du Québec, un papier qui est réalisé en 2013, désolé. Et puis, on a essayé de faire ça. Donc ici, je vous montre tous les petits points noirs. En effet, c'est le milieu humide au Québec. Alors, donc, en fait, ce qu'on veut, c'est d'améliorer la condition des milieux humides du Québec qui est déjà arrivé à historiquement le plus bas. 50% des milieux humides sont disparus au Québec, vous savez, à cause des pratiques agricoles assez intensives. Donc, après, on est présenté des chocolats, comme je disais. Donc, on a des différentes façons pour améliorer les milieux humides. Donc, en fait, ici, par exemple, vous avez chocolat 1, vous avez chocolat 2, vous avez ne pas acheter le chocolat. Si vous n'achetez pas de chocolat, ça veut dire que le milieu humide va rester comme aujourd'hui. Il n'y a rien qui va se passer. Donc, la situation, c'est le statu quo. Tout est faible. Donc, biodiversité faible, régulation de l'eau mauvaise, stockage de carbone faible. Mais, c'est que vous allez pouvoir sortir du supermarché avec votre poche. Et puis, si il y a d'autres projets dans lesquels on va avoir d'intervention, donc en fait, dans lesquels en fait, on va présenter certaines réalisations, par exemple ici, la biodiversité sera améliorée de faible à moyenne. Donc ici, vous avez, qu'est-ce que ça signifie faible moyenne? Ici, la régulation des crues, donc en fait, avant c'était faible, 14 inondations en 10 ans, on peut le réduire à 6 inondations dans 10 ans. Qualité de l'eau, de mauvaise jusqu'à moyenne, qu'est-ce que ça veut dire? Donc en fait, c'est par rapport à CCAF, le CCF, le CFC en anglais, c'est pareil. Donc, en fait, de réduire ça à l'intérieur de 200, stockage de carbone forte, équivalent à enlever 60 000 voitures de la circulation au Québec, mais un coût annuel à payer de 25 $. OK, donc là, vous avez une autre tablette de chocolat, donc, en fait, qui présente des conditions peut-être un peu moins intéressantes, mais avec un prix moins. Donc, vous allez travailler comme les consommateurs. Donc, pourquoi ils achètent ce chocolat? Parce qu'il est moins cher. Il y a des gens qui disent, je préfère de donner 3 $ supplémentaires parce que je veux seulement le chocolat, qui est, selon moi, plus intéressant. Finalement, c'est votre logique de consommateur qui va fonctionner là-dedans. On suppose que chaque personne est intelligente, donc il va pouvoir faire ses propres choix. Et puis, à travers son choix-là, on va pouvoir identifier l'arbitrage que cette personne fait entre payant plus et en obtenant plus. Okay? Donc, en fait, c'est avec cette méthode-là, nous allons pouvoir calculer, par exemple, la valeur qu'une personne peut attribuer à la qualité de l'eau. OK? Donc, en fait, voilà, je vais vous épargner des statistiques, des traitements de données que mes étudiants ont très peur parfois, parce qu'en fait, c'est très exigeant. Et puis, je vous présente les résultats. Donc, en fait, les résultats, c'est que ici, vous avez la volonté à payer. Ici, vous avez le seuil de statistique de 85%. Donc, ça veut dire 85% de chance que la valeur qu'on peut attribuer à biodiversité tombe dans cet intervalle. OK? Donc, en fait, la première chose que vous pouvez voir, c'est partout c'est positif. Donc, ça veut dire que vraiment, là, on a quelque chose de positif. Les gens reçoivent une satisfaction de ces différents éléments. Donc, le service écosystémique a vraiment une valeur. Et puis, je vais attirer votre attention à la grande valeur que les gens ont contribué, les gens ont attribué à la qualité de l'eau. Donc, on peut regarder ici, 185 $. Tout à l'heure, j'ai parlé des Chinois, 200 $ par an, par ménage. Ici, 185 $ par an par le ménage, plus pour la qualité de l'eau, qui est en effet presque 50% de la valeur totale des milieux humides, qui est présentée par ces 4 catégories de services écosystémiques. Et puis, je vais ajouter une phrase, étant donné que c'est une conférence pour le centre. Donc, en fait, c'est que ce qu'on a observé dans plusieurs études que vous allez voir là, au fur et à mesure, c'est que effectivement, les Québécois attachent une importance capitale à la qualité de l'eau, malgré le fait que si on fait une comparaison horizontale avec les autres pays, Québec a déjà une qualité de l'eau relativement meilleure par rapport à beaucoup de pays au monde.
mais l'eau s'affiche encore comme l'élément le plus important dans la préservation des services écosystémiques. Il y a encore combien de temps? Vous avez fini votre pizza, donc je pense que j'ai... Hein? Non? Vous ne savez pas, j'ai rangé mon téléphone. Quelle heure est-il? On doit finir quand? Je vais encore présenter deux petits trucs pour fermer le chapitre. Donc, en fait, tout à l'heure, je disais quoi? Je disais que les Québécois attachent une importance extrêmement élevée sur la qualité de l'eau. Donc, en fait, je voudrais vous illustrer ceci avec plusieurs exemples que, personnellement, en fait, j'ai réalisé moi-même. Dans un autre contexte, acceptabilité sociale des projets miniers, quand il y a des projets miniers, ça affecte la qualité de l'eau. Donc, en fait, ici, c'est pareil. On présentait des tablettes de chocolat, mais le chocolat, en fait, ce sont des différentes composants de projets miniers. Ce que je voudrais vous regarder, c'est le suivi de la qualité de l'eau. Donc, ici, on ne va pas vendre ou acheter la qualité de l'eau, mais on veut faire une meilleure suivi de la variation de qualité de l'eau souterraine causée par les activités minières potentiellement. Okay? Donc, en fait, ici, vous avez les différentes façons de suivi. Donc, en fait, on a fait ceci, sauf que ici, étant donné que c'est que les gens sont obligés d'accepter le projet, donc c'est une compensation qu'on leur demande. Si vous acceptez un projet, donc vous allez avoir une compensation sur combien d'années? Si vous n'acceptez pas de projet, il n'y a pas de compensation. Ok, donc on appelle négociation des projets. Donc, en fait, ici, j'ai toutes les données sur les valeurs de compensation. Regardez, suivi d'eau. Si on n'a pas de projet, bien sûr, la compensation est zéro. Si le projet est suivi par la compagnie avec les données en temps réel en ligne, les gens acceptent une compensation de 793 $ par projet. Si c'est suivi par le gouvernement, 782 $. Si c'est seulement suivi par la compagnie minière elle-même, les gens demanderaient 1500, presque 1600 $ de compensation. Donc, en fait, si vous comparez les chiffres par rapport aux autres, donc on met les autres comme présentation de projet, regardez les chiffres, structure partenariat, regardez les chiffres, emploi, augmentation d'emploi, vaut 1,29 $ par an pour un individu. Donc, une fois de plus, voilà, les gens ont vraiment axé sur comment assurer une meilleure qualité de l'eau à travers les différentes façons de faire. Dans un cas minier. Valeur des services écosystèmes du lac Saint-Pierre. Donc, ici, on a aussi fait des études de multi dans laquelle la qualité de l'eau est aussi présentée à côté de l'habitat des bois ainsi que les conditions riveraines. Et puis, vous pouvez aussi voir qu'une fois on a réussi à traverser l'exercice, les gens seront prêts à donner 400, presque 500 $ pour la qualité de l'eau améliore jusqu'au... En fait, encore une fois, un chiffre qui s'affiche comme plusieurs centaines de dollars. Donc, en fait, c'est la même chose ici, un autre projet sur le tram bleu de Grande Montréal, un projet qui est fait en 2013-2014 avec plusieurs collègues. Et puis, une fois de plus, qualité de l'eau, 107 $, mais c'est juste pour la section de tram bleu de Grande Montréal. Donc, en fait, 107 $. On peut aussi évaluer les différents aspects de la qualité de l'eau. Ça, c'est mon dernière étude. Et puis ensuite, je vais vous laisser tranquille. Alors, donc, en fait, ici, c'est une étudiante là, qui a fait ça dans son mémoire. Donc, en fait, elle a réussi à distinguer la qualité de l'eau en visuel, aspect visuel, en activité récréo-touristique, en l'odeur et puis en santé écologique. Et puis, c'est comme ça, les tablettes de chocolat avec les prix à payer. Donc, ici, c'est la situation statu quo sans payer. Si vous voulez que ça s'améliore selon les scénarios, vous allez payer des sous. On présente ça, les gens vont faire leur propre choix. Une fois de plus, si vous regardez, les gens ont des valeurs positives pour tous les différents aspects de qualité de l'eau. En total, 350 $ par an par ménage pour l'amélioration du lac Mississippi.
Alors, donc, en fait, l'avantage de cette méthode-là, donc, en fait, c'est flexibilité dans les cas spécifiques, futurs, non existants, mais potentiellement imminents. Donc, en fait, on pourrait très bien évaluer des choses qui n'existent pas actuellement, mais on peut amener l'imagination des répondants jusqu'au scénario qu'on aimerait, et puis ensuite de faire ce style d'exercice-là. Possible d'évaluer la valeur de l'usage indirect et la valeur de non-usage, comme ici, de ces services écosystémiques. Et puis, à travers les méthodes, quelques méthodes-là, on peut même avoir la valeur statistique de volonté à payer de chaque répondant. On peut non seulement savoir leur volonté à payer, mais aussi à quel niveau on peut croire à son volonté à payer. Mais ça, c'est des méthodes assez poussées, donc en fait, je ne vais pas les présenter ici. Sur ma dernière page, ah oui, bien sûr, en fait, si vous me permettez, donc en fait, je vois que j'ai encore 15 minutes, là, je vois le temps. Si je... Est-ce qu'il va venir? Ok, c'est bon. Okay. Alors, donc en fait, on n'a pas de l'avantage, mais il y a des limites de ces méthodes-là. Il se peut qu'en fait, dans votre tête, ces limites sont déjà sorties. Est-ce qu'on peut se fier aux chiffres qu'on trouve? La crédibilité des données dépend de la crédibilité de nos résultats dépend de la crédibilité des données. Mais la collecte de données là, de ce style-là, en fait, sont passées par le sondage. Parfois, en fait, toutes les psychologies là, qui est derrière le sondage, qu'on ne peut pas observer dans le sondage, peut causer des problèmes. Donc, on peut observer différents biais, des biais de réponse stratégiques. Les gens vont tout simplement ne pas donner les bonnes réponses, par exprès. Pour le cas de Coventry, donc en fait, des gens, s'ils savent, de toute façon, c'est hypothétique, là, moi, je vais payer $10 000 pour envoyer les manifestants jusqu'à Coventry. Et puis, pensez-vous qu'il va vraiment payer $10 000 des biais hypothétiques. Étant donné qu'on est dans des cas hypothétiques, là, si les gens sachent qu'à la fin, vous n'allez pas payer, comme tout à l'heure, dans le cas de Coventry, pareil, donc il peut dire n'importe quel chiffre. S'ils sont des biais hypothétiques, s'ils sont des projets hypothétiques, les gens peuvent aussi se questionner sur la capacité du gouvernement d'offrir certaines améliorations. Donc, on sait, donc, cette discussion avec les agriculteurs, là, souvent dans les problèmes de phosphate, pollution de l'eau due à l'utilisation de phosphate dans les pratiques agricoles. Quel niveau vous pouvez croire que le gouvernement aura la capacité de convaincre les agriculteurs de ne pas utiliser le phosphate? Une question. Donc, en fait, ça peut aussi affecter la qualité de réponse des répondants, donc ainsi créer des biais. Donc, en fait, ici, il y a un petit tableau qui vous montre une petite chose, qui vous montre un biais qu'on a réussi à identifier avec nos propres études. Donc, en fait, ici, vous avez le projet de tram bleu des Grandes Montréal. En effet, on a fait des différents volets d'enquête. Dans une volet, là, c'est une étude typique, hypothétique. À côté, là, au début de l'enquête, là, on dit que c'est une étude co-réalisée avec la Nature Action Québec, une compagnie de préservation privée de l'environnement. À la fin de l'enquête, vous serez amené à leur page de donation pour donner le montant que vous avez promis dans l'enquête. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez, les volontés à payer. Volonté à payer pour biodiversité. Dans le cas hypothétique, dans le cas où on a conséquences de paiement, pour la qualité de l'eau, pour la séquestration de carbone. Ok, bien sûr, en fait, quelqu'un va me dire que mes données sont vraiment, en fait, statistiquement, c'est pas significatif. Oui, c'est pour ça que cette étude-là n'est pas encore publiée. Mais je présente aussi mes frustrations de recherche. Donc, en fait, finalement, je vais amener cette page de discussion générale sur la méthode d'évaluation. Donc, en fait, à quoi ça sert? Comment ceci? Pourquoi? C'est quoi qui me motive de venir faire une présentation ici? C'est qu'ici, je vous présente la chaîne de décision, chaîne décisionnaire dans le cas d'une préservation de l'environnement. Donc, souvent, en fait, on s'attend que le gouvernement va prendre les bonnes décisions pour améliorer le système écosystème et puis pour que les gens puissent avoir les meilleurs services. Et ça ne se passe pas souvent. En fait, ce que vous voyez, c'est comme ici, là, il n'y a pas une sorte
courant assez facile. Ce qu'on veut, c'est de renforcer ce courant. Comment on peut faire? D'abord, on dépend de vous, des scientifiques, sciences nature, de nous montrer comment l'écosystème peut fournir des bons services d'écosystème. Et puis ensuite, ce qu'on veut, c'est de construire le lien entre le service et puis la valeur avec nos différentes méthodes d'évaluation. Et puis cette information sera plus facile à digérer par les gestionnaires dans le gouvernement parce qu'eux, ils sont habitués avec combien je vais dépenser, combien je vais gagner. Donc finalement, quand tous les deux côtés sont dollars, c'est plus facile pour eux. Donc ce qu'on veut, c'est de renforcer les informations passées par là et puis d'illustrer des bonnes valeurs qui font du sens. Et puis cette valeur-là, cette information va pouvoir encourager l'institution de prendre une initiation, de décider, de faire des bonnes décisions, ainsi contribuer à l'amélioration de services écosystémiques. Donc finalement, en fait, ce qu'on travaille souvent, c'est dans ce cadre-là, parce que je ne suis pas forcément des gestionnaires ou des gens qui travaillent en réglementation. Donc en fait, souvent l'économiste reste ici, mais je travaille très étroitement avec les biologistes, avec hydrologues, parce qu'on a besoin de toutes ces informations-là. Et ce qu'on veut, c'est de faire cette interprétation entre le monde scientifique et puis le monde de décision, pour que l'information puisse être passée de façon plus fluide. Notre objectif, finalement, c'est de renforcer ici. Donc, voilà. Attention, et puis j'ai fini. Merci beaucoup. Donc, pour ceux qui sont intéressés, envoie-moi un courriel. Questions, commentaires, si vous avez. Oui? À un moment, il y a une image pour 100 coliformes en moins. Oui, ça c'est. De $5 000. Comment vous avez réussi à isoler les autres facteurs? Oui, c'est ça. Bon, oui, c'est ça. On parle avec les ingénieurs, ceux qui sont intéressés par la statistique. Ok, on peut. Est-ce que tout le monde soit intéressé par cette question d'abord? Oui. Comment on fait? Ce qu'on veut, c'est de savoir comment une valeur de maison est déterminée. Donc, en fait, la première chose à faire là, c'est de vraiment aller chercher toutes les dimensions de déterminant possibles. C'est pour ça que le tableau est très long. C'est très plat, ce tableau-là. Et puis, c'est très difficile à faire parce qu'on a beaucoup de variables. Regardez ici, là, la maison, en effet, est déterminée par la valeur de sa structure, par la taille des reins. Regardez, ça c'est en quadratique, donc en fait finalement, taille des reins plus grand signifie une valeur plus grande, mais la vitesse de décroissance. Donc en fait voilà, ici parce que c'est positif ou négatif, la distance vers le bâtiment, distance vers une autre grande ville, est-ce qu'il y a des autobus ou non. Ici vous avez le degré de développement des reins. C'est le degré de présence de modifications anthropiques de terrain. Vous avez d'autres, je pense que ça c'est la qualité de, ça c'est le, mon Dieu, comment il s'appelle, existence ou non de égouts de municipalité. Donc en fait ici, d'autres variables, et puis à la fin vous avez le variable clé. Ce qu'on veut là, c'est d'essayer de contrôler le plus possible. Donc ici, regardez le modèle. Le modèle, en effet, expliquait 75% de valeur. Donc ça veut dire que si on trompe, on va se tromper. C'est dans le 25%. Mais 75%, c'est un très bon pouvoir de prédiction. Donc après, on a réussi à trouver ceci. Qu'est-ce qu'on a? On a une relation, si on contrôle tout étant égal par ailleurs. Donc, en fait, au lieu de regarder chaque maison, là, on peut dire, OK, ben dans cette comté-là, c'est quoi le caractéristique moyenne maison? Parce qu'on parle d'une étudiante moyenne université, c'est 60% femmes, 60% hommes, 40% femmes, l'âge de 21,5, c'est ça? Et puis, revenu de, je ne sais pas, là, tout par an, donc en fait, il faut que vous puissiez imaginer une sorte d'image moyenne. Donc ici, je veux la même chose. Je veux la même image moyenne de maison. C'est comme finalement, une fois tous les autres facteurs sont contrôlés, vous avez
une sorte de maison en moyenne. Donc je vais déplacer cette maison à différentes places sur le B. Ok, donc en fait, si je mets là, tout égale par ailleurs, à part le colligon-frégum qui change sa valeur, le champ va être place à quoi sa valeur. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est d'isoler cette relation directe entre ça et puis la valeur. Tout étant, les autres facteurs sont contrôlés de façon avec la valeur moyenne de notre échantillon. Donc c'est facile d'avoir une valeur moyenne. La seule chose qui va évoluer, qui va évoluer, c'est celui-ci. Ensuite, on regarde comment ceci contribue à la valeur. Donc la question, c'est que pourquoi ces différents chiffres? Parce qu'on a forcément différentes catégories de maisons, on ne peut pas les mélanger. C'est pour ça. C'est bon? Ok. C'est une question statistique. Non? Merci. Ben, j'espère que j'ai bien géré, j'ai complètement oublié là. Ben, merci de votre attention. Donc, en fait, je sais que toujours, il y a des étudiants qui sont ensuite intéressés par les méthodes. Chaque année, j'ai des étudiants, soit de CUF ou de sciences. On a même un étudiant de physique dans mon cours d'économie de l'environnement aussi. Donc, en fait, chaque année, on peut avoir des différents esprits qui viennent dans ce monde-là. Là. Et puis, oui, ben, si ça vous intéresse, en fait, ça ne me surprend pas. Et puis, ce sera pour moi un plaisir de vous rencontrer et puis de discuter, de voir quelles sont les choses que vous pouvez faire sans aller dans des cours intensifs quand l'économiste subit dans la carrière de formation. Merci.